Bienvenue à la session numéro 6 de Bit Titan Live France et la session numéro 6 avec Laurent Thérouin au secours. Mes utilisateurs reviennent. Laurent, merci beaucoup de prendre 45 minutes de ton temps pour nous, pour nous donner de l'information sur Teams. Donc, merci beaucoup et je te cède la parole. Ok, merci Bogdan. Écoutez, bienvenue à ce séminaire. Effectivement, on va passer 45 minutes ensemble concernant une problématique que l'on a découvert, on s'en doutait un petit peu, mais qui est liée en fait au déconfinement des utilisateurs et des usages en fait qui ont été pris durant la période de confinement, et il y a des usages qui vont effectivement rester en fait en vigueur, mais avec la connexion depuis l'interne. Alors avant, je vais me présenter quand même. Donc, je suis Laurent Thérouin, je suis 13 années Microsoft Valuable Professionnel. C'est une certification que Microsoft vous donne chaque année si il reconnaît vos compétences dans un domaine particulier. Donc, moi, je m'occupe en fait au sein de la société Exakis Nelite de ce qui tourne autour de la communication unifiée. Donc, ça va effectivement de malgré tout l'Active Directory, Exchange, Teams, Skype, et puis toutes les briques liées à ce genre d'activité, comme la migration de la téléphonie, ce genre de choses. Voilà, si vous avez des questions plus tard, ou si vous voulez des précisions sur ce qu'on va dire, 45 minutes pour traiter l'environnement Teams, évidemment, c'est complètement insuffisant. Donc, je vous laisse mon email si vous avez des questions. Vous pouvez me contacter soit par Teams, Skype, évidemment, ou par email. Voilà, je suis aussi rédacteur dans le cadre de l'organisation IT Pro dans un journal qui s'appelle Smart BSI. D'abord, je devais remercier Bogdan de m'avoir invité à ce séminaire. C'est sympathique. Merci en tout cas à Bit Titan. L'objectif de ce webcast, en fait, c'est effectivement de vous faire comprendre en fait les implications réseau qui sont liées à l'usage interne des fonctionnalités Teams. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur vos réseaux lorsque en fait on va, il y en a un qui n'est pas mute, ouais, voilà. Qu'est-ce qui va se passer sur vos réseaux, pardon, quand les gens vont revenir avec Teams. L'objectif aussi de ce webcast, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez transparent et pas forcément trop technique pour que les informations qui vont être diffusées dans ce webcast soient vraiment accessibles à tous en fait. Hein. C'est un peu le but du jeu. Voilà, on va pas rentrer dans les détails et les arcanes techniques en fait des codecs vidéo utilisés par Teams, mais on va rester plutôt sur un niveau un peu général. L'objectif, encore une fois, c'est que vous ayez une bonne compréhension de ce qui va se passer sur les réseaux et avec Teams. Bon, ça va se dérouler en 3 parties. La première partie, c'est vous expliquer ce que nous, on a constaté lors du confinement au niveau des technologies Teams. Pourquoi, en fait, il y a eu un tel engouement. C'est des parties qui vont être assez petites. Et puis après, on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet sur comment se préparer pour ce déconfinement. Alors, ce que l'on a constaté un peu partout, en fait, chez nos clients, c'est qu'effectivement, l'usage de Teams s'est vraiment massivement accru, en fait, durant la période de confinement. C'est certain. On a vu des chiffres, on a des chiffres, puisque Teams permet de mesurer le taux d'activité des appels audio, etc., qui vont de plus 10, voire 15 à plus 50%, fois 50 d'augmentation en fait sur l'activité Teams. Donc ça s'explique pour 2 choses. Ça s'explique parce que le confinement a obligé les entreprises à continuer à collaborer à distance. Donc, c'est clair. Et en plus, effectivement, comme Teams permet les communications audio, vidéo, etc., on a vu à travers le Teams Call Quality Dashboard, en fait, des statistiques qui montrent en fait bien cet engouement pour l'outil. Ça a été le cas aussi pour tout ce qui est accès documentaire, donc tout ce qui est Teams d'équipe, etc., où là, tout le monde a travaillé à travers Teams, puisque la plupart des entreprises, même si elles avaient des accès VPN, travaillaient sur des serveurs de fichiers à travers Internet. C'est assez lourd et compliqué. Donc, on a eu effectivement aussi, on a constaté un report en fait des activités documentaires sur Teams, ce qui est beaucoup plus simple. L'autre
l'autre aspect, en fait, qui est lié à ce succès durant le confinement, c'est le fait que les entreprises ont aussi ont cherché à utiliser des solutions de communication à large audience. Donc, c'est par exemple l'utilisation massive de Teams Live Event, qui, on le verra tout à l'heure, permet de s'adresser à plus de 250 utilisateurs, puisque dans Teams, vous le savez ou pas, mais le nombre maximum de participants est limité à 250 personnes. Ça s'explique en fait par la volonté, la nécessité des directions de communiquer vers tous les employés de France, Navarre et autres continents et autres pays pour les informer de la situation, des dispositions prises pour l'entreprise, etc. Donc on a eu effectivement très rapidement après le confinement en fait des directions qui sont venues vers les services IT en nous disant j'ai besoin de faire un live meeting avec 3000 personnes et pour demain évidemment. Voilà. Donc, c'est une solution qui permet de faire ce genre de choses. Bien évidemment, on y reviendra. Pourquoi ça a été aussi un succès? C'est parce que, mais ça, c'est le cas dans Teams, on le connaît depuis longtemps, l'acculturation, l'adoption utilisateur, elle est forte chez Teams parce que c'est un produit qui répond plutôt bien, voire très bien, en fait, à ce qu'ont besoin les gens pour télétravailler. De la présence, du chat, de l'audio, de la vidéo, de l'espace documentaire, du chat d'équipe et ce genre de choses. Plus affinité, c'est-à-dire là, je ne parle vraiment que de Teams, mais évidemment, dans Teams, on va retrouver les fonctionnalités d'Office 365 avec du planeur et ce genre de choses. Donc, c'est quelque chose qui, on le sait, en fait, Teams est vraiment très rapidement adopté par les utilisateurs. Ça ringardise un petit peu, honnêtement, entre nous, pour les gens qui viennent de Skype for Business, ben, ça ringardise un petit peu quand même le produit Skype for Business pour le coup. Ça, c'est la première chose. L'autre aspect, c'est au niveau direction. C'est-à-dire que bah, le fait d'être forcé de déployer ce client Teams et surtout de l'utiliser sur une période qui est relativement étendue, qui a été de 2 mois à peu près, ou plus même, fait que ça a fonctionné. Ça a fonctionné pour différentes raisons qu'on va expliquer, mais ça a montré aux directions d'entreprise que bah, le produit, en fait, il marche. Il marche, il est facile à installer. Et du coup, le télétravail est rendu possible. Donc, les conséquences, encore une fois, c'est une adoption massive de la solution. On a remplacé beaucoup de réunions physiques par des conf calls. On a ringardisé effectivement Skype. Et le problème, entre guillemets, le bon problème, mais c'est quand même un problème, c'est que les habitudes, elles sont prises. C'est-à-dire que les gens, en fait, les utilisateurs, ils ont Teams. Ils ont vécu 2 mois avec Teams, 2 ou 3 mois avec Teams. Ils continuent à vivre avec Teams le temps que le déconfinement se fasse et les habitudes sont prises et vont demeurer. Ce qu'ils vont attendre quand ils vont rentrer chez eux, c'est le même niveau de service qu'ils ont eu lors du déconfinement. Et c'est pour ça que j'ai intitulé ce webcast « Au secours, mes utilisateurs reviennent ». Alors, les raisons d'un tel engouement, pourquoi en fait Teams et d'ailleurs pas d'autres solutions. Teams, c'est, si vous regardez un petit peu le marché des solutions collaboratives, si vous prenez ce que couvre Teams, comme le collaboratif documentaire, les conférences, la présence, l'intégration dans Office, l'intégration dans Office 365, la sécurité, la téléphonie, à l'échelle planétaire, j'ai un peu cherché et je n'ai pas trouvé de concurrents qui couvrent tout ça. Bien évidemment, vous avez des concurrents qui savent très bien faire de la visio, comme Zoom, mais qui ne sont pas très bons sur la téléphonie, qui sont un peu moins bons, j'espère qu'ils ont corrigé, je pense qu'ils l'ont corrigé sur la partie sécurité et confidentialité. Mais aujourd'hui, le Teams, en fait, s'est imposé de lui-même parce que ce produit répondait effectivement couvrait un champ en fait fonctionnel très important, ce que ne pouvaient pas couvrir en fait les autres produits, sauf avoir des briques un petit peu indépendantes. L'autre raison de cet engouement-là, c'est la rapidité de déploiement. Teams, effectivement, s'installe assez facilement. Il est téléchargeable par l'utilisateur et s'installe, comme vous le savez peut-être, sans droit administrateur de la machine. Donc, il est quasiment fonctionnel instantanément et en plus quasiment présent sur toutes les plateformes. Donc, effectivement, ça a favorisé son usage. Il a été, et je crois qu'il continue encore à l'être, gratuit pendant un certain nombre de mois. Pourquoi aussi les utilisateurs
recours à Teams, c'est parce qu'en fait, c'est un usage simplifié de Teams. En fait, contrairement à d'autres solutions que je connais bien aussi, hein, pour y avoir travaillé, c'est une interface monofenêtre. Moi, personnellement, que je n'aime pas beaucoup, mais c'est vrai que cette interface monofenêtre, même si elle a été un peu modifiée aujourd'hui, puisqu'elle commence à être multifenêtre, elle est simple et a un rôle très efficace en fait en termes d'accessibilité. C'est pas très très compliqué d'utiliser effectivement le client. Et puis surtout, elle est identique en mode web et sur les mêmes plateformes. Donc ça, c'est ce qui rend quand même assez facile son adoption. Et le dernier, comment on va commencer à rentrer au cœur du sujet, c'est les conditions d'usage. Les conditions d'usage, en fait, c'est le fait que, je vais passer à la slide suivante, ça va être plus simple, c'est que ça a fonctionné. C'est-à-dire que le déploiement de Teams a fonctionné, l'usage de Teams a fonctionné, et les conditions environnementales liées au déconfinement a fait qu'on était dans des conditions quasiment parfaites pour Teams. Alors, je m'explique. Quand vous êtes chez vous, quand vous êtes en télétravail, vous utilisez une simple box Internet, en fait, qui a très, très peu de sécurité, en gros, à part un NAT et éventuellement un tout petit firewall qui est présent dans votre box. Donc, vous ne traversez quasiment pas de pare-feu, à part, encore une fois, celui de votre box. Donc ça, c'est entre guillemets parfait, puisque tous les ports UDP et TCP, on va y revenir évidemment sur ces notions de ports. Les ports UDP et les ports audio-vidéo, en fait, qui sont nécessaires à l'acheminement de la voix et de la vidéo, ils ne sont pas filtrés. Donc ça, c'est parfait. En termes de bande passante, c'est encore plus génial parce que, en fait, vous avez certes peut-être une bande passante qui est un petit peu limitée, parce que tout le monde n'est pas en fibre, par exemple. Mais globalement, la bande passante que vous avez, à 80%, je dirais, en France, sauf coin reculé, la bande passante Internet, en fait, elle suffit pour monter une vidéo. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, d'ailleurs. Une bande passante ADSL permet de monter une conférence audio-vidéo, de partager un écran et de faire des conférences. Donc ça, c'est parfait. Les flux de signalisation, c'est-à-dire le fait que votre PC ne soit pas derrière notamment un proxy, vous utilisez on va y revenir encore une fois, le DNS le service DNS en fait de votre provider, donc Orange, Free, peu importe. Et du coup, vous êtes correctement géolocalisé. D'accord? On va revenir sur cette notion de géolocalisation qui est très importante en fait. Et donc, comme vous êtes correctement géolocalisé, vous vous connectez ce qu'on appelle au point de connexion Microsoft le plus près de chez vous. Donc, si vous êtes, je ne sais pas moi, à Marseille ou aux alentours, vous allez vous connecter sur le site de Marseille, chez Microsoft. Si vous êtes à Paris, ce sera à Paris. Si vous êtes, je ne sais pas moi, en Europe quelque part, généralement, vous avez toujours, enfin presque toujours, un point de connexion Microsoft qui vous relie en fait au réseau Microsoft le plus près de chez vous, au lieu, encore une fois, d'utiliser Internet. Encore une fois, on va revenir là-dessus. Et puis, ce qui a marché aussi, c'est que vous allez, et on a pu, puisqu'on l'a vécu, faire des live events de 4000, 5000 personnes en simultané sans utiliser aucune ressource de l'entreprise, puisqu'en fait, la bande passante que vous utilisez, c'est celle de Microsoft et la vôtre. Okay. Donc ça, c'était quasiment parfait, puisque si on regarde en fait toutes ces considérations, eh bien, on se retrouve quasiment en fait à avoir toutes les recommandations Microsoft pour des connexions Office 365. Pas de proxy, pas de pare-feu, géolocalisation parfaite, bande passante de l'entreprise qui sont pas illimitées. On utilise celle de Microsoft. Globalement, on a toutes les feux verts en fait pour avoir une bonne connexion, une connexion Microsoft. Et la question qu'il faut se poser, c'est quand les gens vont rentrer, qu'est-ce qui va se passer? D'accord? Alors nous, on le sait, hein, parce que on va y revenir, mais moi, je travaille j'ai travaillé et je continue à travailler dans des entreprises internationales. Et on a vu, par exemple, en Asie, qui ont été déconfinés avant nous, des gens qui n'avaient rien fait, en fait, qui ont continué à utiliser Teams sur le réseau interne et une semaine après, qui se plaignaient de la qualité audio et vidéo, en fait, à travers Teams. Alors que chez eux, ça marchait vraiment bien. Donc, c'est pour ça qu'on a fait un peu ce séminaire. Donc, l'idée, c'est de préparer le retour des utilisateurs
et de voir en fait quelles sont je dirais les grosses démarches en fait que vous devez faire pour vous assurer à minima que je dirais, les flux audio, vidéo, ce qu'on appelle les flux en temps réel, fonctionnent convenablement. Alors, juste un tout petit peu de technique malgré tout. Effectivement, les flux temps réel ont une très très faible tolérance aux latences. Donc, lié effectivement au délai de transport du réseau, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle alors là je prends le pire, mais un Australien parle avec un Américain, vous prenez une map monde et puis vous regardez la distance, vous allez voir qu'il y a un petit peu de kilomètres et que il y aura forcément de la latence puisque même si vous avez toute la bande passante, des gigas et des gigas et des gigas de bande passante, le temps d'acheminer le paquet de l'Australie aux États-Unis va être long. Voilà. Ça, c'est la première chose. Ce qu'il faut, là où votre effort doit être particulièrement accru, c'est sur la voix. Pourquoi? Parce que les utilisateurs ne toléreront pas une voix très mauvaise. Et nous d'ailleurs, c'est-à-dire que si vous faites une conférence et la voix est mauvaise, la conférence s'arrête parce qu'on ne se comprend pas. Okay? Donc c'est vraiment la voix qui est vraiment, en termes d'usage, le point le plus crucial en fait. Si la vidéo lag un petit peu, si elle se temporise, bon, à la limite, je dirais que ça peut continuer. Les gens seront beaucoup plus tolérants à un lag de vidéo qu'à un lag de voix, parce que le lag de voix, personne ne se comprend dans la vidéo, donc c'est dans la conférence. Du coup, c'est vraiment la voix qui est le plus important et qui doit marquer votre point d'attention. Pour comprendre en fait ce qui se passe, alors on a beaucoup d'outils dans Teams en fait qui nous permettent de qualifier les flux audio et là-dessus Microsoft a fait beaucoup d'efforts. En fait, il faut globalement prendre en considération trois notions. La première, c'est la latence, c'est le délai en fait en millisecondes qui est nécessaire pour donc acheminer les flux audio d'un point A à un point B, généralement comme le précise le slide, la diapositive, pardon, on le mesure en round trip, c'est-à-dire en aller-retour. Okay. Donc ça, quand vous faites des appels audio dans Teams, le Call Quality Dashboard, la solution en fait mesure cette latence. Donc si elle est supérieure à 500 millisecondes, ce qui est déjà beaucoup hein, pour de la voix, le call, l'appel va être marqué comme poor, c'est-à-dire de mauvaise qualité. Alors, on a fait plusieurs essais, on a beaucoup travaillé sur la partie qualité audio. Alors, il faut bien, ça c'est des indicateurs que le Call Quality Dashboard vous remonte. Dans la vraie vie, on a vu des appels audio qui étaient marqués de mauvaise qualité, qui finalement, si vous demandez à l'utilisateur, globalement, l'utilisateur est relativement satisfait. Donc, ça ne veut pas dire en fait que l'appel était absolument inaudible, etc. Ça veut dire que tout simplement, il y a une latence qui est très importante et qui est à la limite en fait de ce qui est tolérable d'avoir. Ensuite, vous avez la gig. La gig, c'est la variation de la latence au fil du temps de la réunion. Donc, c'est je passe de 500 à 600, à 300, à 200, etc. Donc, ça, c'est aussi un visiteur en anglais. C'est un indicateur qui est important de regarder en fait. Et qui souvent en fait est le déclencheur de la mauvaise qualité audio. Et puis vous avez la perte de paquets exprimée en pourcentage. Donc ces trois gros indicateurs, il y en a d'autres, hein, mais je vous ai simplement mis ces trois gros indicateurs qui permettent en fait et qui sont analysés par la solution Teams et qui permettent en fait de qualifier si l'appel était de bonne qualité ou pas. Ensuite, vous avez, je ne l'ai pas mis là, hein, mais ensuite, vous avez l'option qui s'appelle Rate My Call, c'est-à-dire l'utilisateur qui, comme vous le savez, si vous avez participé déjà à des conférences audio-vidéo avec du Teams ou du Skype, qui vous permet, l'utilisateur permet de noter en fait la qualité audio en fait ou vidéo d'une conférence. Donc ça, c'est le retour direct en fait de l'utilisateur. Ça, c'est juste l'expérience utilisateur qui est notée, ça vous donnera, ça donne juste l'avis de l'utilisateur. Vous n'allez pas faire grand-chose avec ça. Mais on s'est aperçu que même si on avait des calls qui étaient plus ou moins mauvais, entre guillemets, l'utilisateur finalement était assez content. Donc des fois, je dirais que ça dépend. Si vous avez vraiment trop de latence, effectivement, la voix va pas être
va pas être supportable en fait par les attendissants, par les participants. Donc pourquoi la géolocalisation est importante? L'objectif, vous l'avez compris, c'est d'acheminer le plus rapidement possible la voix entre deux personnes. Okay, et c'est pas toujours évident, surtout en fonction de leur localisation. Donc pour ce faire, Microsoft a déployé un peu partout, je dirais un peu partout et pas partout, de ce qu'on appelle des transports relais, c'est-à-dire en fait des services qui permettent de relayer la voix lorsque vous appelez d'un point A à un point B ou lorsque vous faites une conférence. Et ces transports relais, encore une fois, sont normalement déployés, présents au plus près de l'utilisateur. Et c'est ça qui est important, c'est que l'utilisateur doit se connecter sur ces transports relais au plus proche. Okay, le principe de géolocalisation qui est utilisé dans Teams, c'est du DNS, relativement assez classique. Donc, c'est en fonction de là où on résout en fait les ressources Microsoft que Microsoft va nous donner des adresses IP à joindre. Si je suis à Hong Kong et je me connecte sur Teams, il y a de très fortes chances, encore une fois, si mon réseau est bien paramétré, que je sois géolocalisé à Hong Kong et donc du coup, je me connecte directement sur le point de connexion Azure qui est effectivement à Hong Kong. Donc ça, c'est important. L'objectif, c'est encore une fois que le client, entre guillemets, frappe à la bonne porte et surtout à la porte la plus proche. Okay, parce que si à Hong Kong, je dois aller me connecter sur un service Teams qui se trouve à San Francisco, je vous promets que l'expérience utilisateur ne sera pas du tout la même. L'objectif de se connecter au plus près sur le réseau Teams, enfin sur le réseau Azure, mais sur ces fameux transports relais, c'est effectivement d'utiliser le réseau Azure qui est beaucoup plus rapide que le réseau Internet qui à longue distance n'a aucune garantie de bande passante, ce genre de choses. Donc, encore une fois, vaut mieux utiliser le réseau Azure parce qu'il est plus rapide et il est dédié pour ça, que utiliser de l'Internet, c'est-à-dire, par exemple, pour un hongkongais, d'aller traverser toute la planète à travers Internet et se connecter à San Francisco. Okay, vous aurez une latence qui sera meilleure, qui sera meilleure avec le réseau Azure qu'avec le réseau Internet, c'est à peu près certain. Autre possibilité qu'on n'a pas évoquée là, c'est utiliser le réseau MPLS de l'entreprise. Okay, mais encore une fois, après, je ne connais pas tous les réseaux MPLS de l'entreprise, mais j'ai plus tendance à penser que les réseaux Azure de Microsoft ont plus de capacité de transport que les MPLS généralement des entreprises. Donc, encore une fois, il faut mieux privilégier le réseau Azure que celui d'Internet ou encore le MPLS qui a un peu tendance aussi à coûter cher. Donc, comment ça se passe? Là, j'ai pris deux scénarios assez simples. Hein. Donc, si on prend un scénario où Eric est basé en France et qui planifie une conférence vidéo, un meeting avec Walter qui est basé à Hong Kong, ce qu'il faut savoir dans Teams, c'est que c'est le premier arrivé dans la conférence qui décide de là où est hébergée la conférence. Donc, si Walter rentre en premier dans le meeting, eh bien, la conférence sera donc hébergée à Hong Kong. Si Eric, qui cette semaine travaille à l'agence de New York, utilise la géolocalisation, c'est-à-dire qu'il est convenablement paramétré, eh bien, le poste d'Eric, qu'est-ce qu'il va faire? Le poste d'Eric, il va se connecter sur le point de service Microsoft le plus proche, donc qui se trouve à New York. Il va traverser la planète pour aller à Hong Kong, mais à travers le réseau Azure. Okay, comme les ports, alors on est dans un environnement optimisé, comme les ports UDP, on va y revenir, sont ouverts, le transport de la voix est optimisé, la gigue est effectivement réduite et les temps de transit également. On est dans une situation relativement bonne pour pour deux personnes qui sont à l'opposé de la planète. Okay, et pour en avoir fait quelques-unes, on sait que effectivement, quand on est dans ce scénario-là, ça fonctionne convenablement. Scénario 2, si Eric, pour plein de raisons, je pense à du VPN par exemple, utilise des services DNS de France mais à New York, là, les choses vont être complètement différentes. C'est-à-dire qu'Eric va être géolocalisé en France et donc il va aller traverser Internet par la sortie new-yorkaise pour aller se connecter sur les transports relais français. Donc, il va utiliser un réseau, encore une fois, je ne vais pas dire chaotique, mais à faible bande passante, pas optimisé pour les réseaux voix. Les flux UDP, s'ils ne sont pas ouverts, vers l'extérieur à New York. On va passer en TCP. Et là, effectivement, la gigue risque d'être importante.
Et votre call va être marqué, il y a de fortes chances, va être marqué en pauvre qualité. La différence entre l'UDP et le TCP, encore une fois, je vous ai promis de ne pas rentrer trop dans la partie technique, mais globalement, vous avez deux choix. Soit vous utilisez l'UDP, soit le TCP. Le TCP est un protocole en fait qui permet en cas de perte de paquets de renvoyer les paquets manquants. Okay, et l'UDP, non. Voilà. L'UDP, c'est un peu un message dans une bouteille qu'on envoie globalement et on ne contrôle pas en fait si le message a bien été reçu par l'utilisateur. Globalement, c'est schématiquement, c'est ça. Dans le cadre de la voix, le TCP n'a aucun intérêt. Okay. Et en fait, c'est un désavantage, puisque réémettre un paquet audio alors que la personne continue de parler, ça n'a ni queue ni tête. Okay. Donc, c'est plutôt un handicap. Et du coup, la plupart de la voix sur IP utilisent de l'UDP plutôt que du TCP, que ce soit Microsoft, mais d'autres solutions concurrentes aujourd'hui sont plutôt sur ce protocole de transport, parce qu'encore une fois, réémettre des paquets voix n'a absolument aucun intérêt, vu le débit à laquelle les utilisateurs parlent. Donc, pour vérifier la géolocalisation, il y a un outil plutôt bien fait, je trouve, chez Microsoft, ça s'appelle connectivity.office.com, qui est utilisable uniquement avec des explorateurs, cherchez le mot en français, des explorateurs français, donc Edge ou le dernier, là, que vous pouvez utiliser depuis votre poste de travail. L'idée de ça, et c'est ce qu'on a fait par exemple dans certaines entreprises, c'est de le faire jouer sur différents sites pour voir en fait comment les gens se localisaient. Okay, bien évidemment en interne, hein, c'est l'objectif. Et je vous promets que ça a créé pas mal de surprises parfois. Okay, ce que ça va vous donner, c'est que ça va vous donner la distance en fait qui vous sépare du point de connexion Microsoft. Okay, et ça va vous donner en fait la possibilité de vérifier si vous utilisez bien du port UDP ou du port TCP. Donc, ce que l'on conseille aux entreprises, c'est aller sur chaque site, aller ou demander aux IT locaux ou à un utilisateur, ou peut-être plutôt un IT local, de vérifier avec cet outil en fait si vous êtes dans les meilleures conditions ou les meilleures conditions ou les bonnes conditions pour utiliser du Teams depuis le réseau interne. Une chose que, si vous voulez voir effectivement comment marche la géoloc, par exemple, faites-le avec un poste connecté directement de la maison et puis connecté avec son VPN. Okay, et là, généralement, il y a des très, très grosses différences. On va y revenir évidemment sur cette partie VPN. Autre problématique, c'est le proxy. Toujours, encore, en fait. Systématiquement, dans les solutions cloud, la problématique de proxy, elle survient à un moment ou à un autre. Globalement, quand vous utilisez un service proxy, quand vous êtes proxyé pour aller sur Internet, le résolvant, celui qui résout les noms DNS des sites que vous utilisez, c'est le proxy et non pas votre station de travail. C'est le but du proxy, entre autres, et de vous cacher derrière ce service. Donc, si par exemple, si vous avez un proxy, si votre proxy est basé à Paris et que vous êtes à Genève, eh bien, globalement, il y a très fortes chances que vous soyez géolocalisé à Paris. Alors là, c'est pas ça peut être problématique. Entre Paris et Genève, on estime que les bandes passantes, on est en Europe, normalement, devraient être relativement bonnes. Okay, mais c'est un peu dommage de rater la porte de Genève, puisque effectivement, Microsoft a une connexion à Genève. Okay, et d'aller faire quelques milliers de kilomètres enfin milliers, non peut-être pas, quelques centaines de kilomètres pour aller à Paris. Donc, normalement, si vous êtes comme ça, il ne frappera pas à la bonne porte. Sauf effectivement, si Genève a la seule connexion possible vers Internet est à Paris, ça paraît logique effectivement qu'on passe à travers le réseau, le fameux réseau MPLS, pour joindre les services Microsoft. En théorie, ce qui n'est pas toujours très simple à faire, c'est qu'il faudrait exclure du service proxy toutes les URL Microsoft afin que la station de travail puisse résoudre elle-même en fait les noms de ressources Microsoft pour favoriser cette géolocalisation. Globalement, ce que fait une station en confinement derrière sa pauvre petite Livebox, Bbox, Freebox et autres. Okay, alors, ce n'est pas toujours très simple. Aujourd'hui, il y a des proxys. Si vous avez des proxys SaaS, je pense à Zscaler, par exemple. Zscaler a des solutions Office 365 Ready. C'est une case à coucher et du coup, vous n'avez pas besoin de gérer effectivement
les exclusions d'URL et ce genre de choses. Alors, pour vérifier aussi, vous avez des stats dans le portail Teams. Moi, j'utilise. Alors, vous pouvez soit utiliser le Call Quality Dashboard pour avoir une vision plus globale en fait de qui appelle et du nombre d'appels par site, etc. Mais si vous voulez enquêter, par exemple, sur un utilisateur ou un call particulier pour vérifier qu'il vient du UDP ou du TCP, c'est relativement simple. Vous allez dans le portail Teams, vous allez dans Utilisateur, historique des appels. Là, vous avez un onglet Excel en face de votre utilisateur. Et là, vous téléchargez l'Excel. Et dans cet Excel-là, en fait, vous avez un certain nombre d'informations comme le caller audio, media line, description, transport. Et là, vous voyez dans cet exemple-là que j'utilise malheureusement du TCP au lieu de l'UDP. Donc, ça permet sur un call spécifique, je prends un exemple, un utilisateur vient se plaindre, mon appel n'était pas bon, on peut aller voir sur cet appel, effectivement, quel type de protocole on utilisait. Okay. Alors, je ne dirais pas que le VPN est l'ennemi de Teams, mais il a plutôt quand même des contre-indications. Surtout, en fait, il est de type catch-all. Le VPN, globalement, les types catch-all, c'est je lance mon VPN et tout le flux que j'envoie, en fait, il est tunnelisé, entre guillemets, si je peux me permettre, dans ce VPN et il est envoyé à mon data center et je sors sur Internet directement depuis le data center. Ça, c'est le pire de ce qu'on peut faire en termes de qualité audio. Et si vous voulez avoir des appels de piètre qualité, c'est ce qu'il faut faire. Ça marche à tout. Enfin, ça marche 90%, je dirais. Pourquoi? Parce que tous les flux audio et vidéo de signalisation de Teams sont chiffrés. Mais là, en fait, vous allez les rechiffrer par le VPN. Et puis, les envoyer sur un data center qui va les déchiffrer. Et les renvoyer à Internet qui va les renvoyer à Microsoft. C'est ce qu'il y a de pire. Si vous prenez l'exemple que je vous ai décrit là, si par exemple Walter, un utilisateur Teams américain qui est à Madrid et qui appelle un collègue madrilène, donc dans la même ville, et active son VPN, eh bien, les flux en temps réel, ils vont être surchiffrés par le VPN. Ils seront envoyés au centre de données de l'entreprise dans le New Jersey via du TCP. Ils vont être déchiffrés. Ils vont être renvoyés sur le point de connexion Microsoft à New York. Et ces flux en temps réel vont être acheminés par le réseau Azure vers le point de connexion de Miguel, qui est à Madrid. En gros, on fait 2 allers-retours entre l'Europe et la France, alors que les 2 personnes qui veulent se parler sont basées à 3 km l'un de l'autre. Okay. Donc, ça peut être une conséquence du VPN. Okay. Parce que, encore une fois, on va tout mettre dans le tunnel. Donc, il va falloir adapter, en fait, ce genre d'outils pour permettre effectivement, et c'est le but de cette slide, de dire j'encapsule un certain nombre de flux à destination de mon entreprise qui doit traverser ce tunnel IPsec, enfin qui doit être encapsulé dans ce tunnel IPsec. Par contre, pour les ressources Office 365, là, je ne fais rien, je laisse la station résoudre d'elle-même les flux Internet et sortir directement sur Internet pour 2 raisons. 1, parce que ça sera plus rapide, et de 2, parce que je me connecte au plus proche. Je limite le nombre de sauts, en fait, de hop, comme on dit dans le routage IP, que je vais devoir utiliser pour joindre en fait la source. Alors, pour l'avoir travaillé sur la partie notamment Cisco AnyConnect, c'est faisable. Il y a plein de documentation qui existent sur Cisco AnyConnect. Mais c'est pas si simple que ça quand même. Il faut bien faire attention. Il faut bien faire attention au paramétrage. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, faites attention aussi au fait que vous êtes proxy ou pas. Voilà. Bon, j'ai pas le temps de le détailler là, mais bon, c'est pas si simple que ça. Ça demande un petit peu d'expertise en termes de paramétrage. Ensuite, on a d'autres cas difficiles. L'Australie. L'Australie est un cas difficile. Pour le comprendre, comme c'est marqué dans la slide, il faut regarder une carte. Et vous allez voir que l'Australie, c'est loin de tout, mais vraiment loin de tout. Donc, le point de vigilance sur l'Australie, c'est pas le fait que les Australiens vont être pénalisés lorsqu'ils vont faire des conférences entre eux, parce qu'encore une fois, s'ils font des conférences entre eux, eh bien, ils restent sur le territoire australien, ils utilisent des transports relais australiens
Et globalement, effectivement, ça va marcher parce que Microsoft a des points de présence dans les grandes villes australiennes. Mais c'est surtout lorsqu'ils vont vouloir discuter à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être San Francisco, ça peut être le Canada, si je prends on va dire le pire des destinations. Donc là, ça fonctionne aujourd'hui, mais physiquement, encore une fois, l'Australie, c'est loin. L'Australie et tout ce qui tourne autour. Et là, globalement, il y a des limites physiques qui font que notamment le round trip, c'est-à-dire la latence, elle est forcément importante puisqu'il y a malgré tout un certain nombre de dizaines de milliers de kilomètres à faire. Donc voilà, les territoires un petit peu éloignés comme l'Australie sont effectivement à des points de vigilance. Ça fonctionne, mais faites quand même attention à la latence. L'autre point important, c'est la Chine. La Chine, quand les utilisateurs chinois sortent de leur pays, forcément, ils traversent le pare-feu national qui freine de temps en temps, parfois, ça dépend, ce que décide le gouvernement, mais globalement freine en fait les trafics surtout, enfin audio-vidéo et le reste. Okay. Donc là, Microsoft a sorti un peu un guideline qui va, entre guillemets, je dirais pas à l'encontre de ce qui est recommandé de faire de manière générale, mais de dire, si vous voulez ne pas traverser le grand firewall national et que vous avez deux entités, une en Chine et une en dehors de Chine qui utilisent un réseau MPLS, par exemple, un WAN privé, eh bien, ça serait plutôt de réfléchir sur le fait qu'un utilisateur, au lieu de utilise ce chemin-là, en fait, le réseau privé entre le territoire chinois et une autre agence, et sortent vers cette agence-là. Donc, de bypasser, entre guillemets, en fait, le firewall national. Pas toujours évident à faire, mais c'est une des solutions, en fait, que Microsoft a préconisé pour effectivement se parer, en fait, de problèmes de débit et de firewall. Alors, la Chine, c'est évidemment pas Hong Kong, hein, parce qu'à Hong Kong, le point de connexion de Microsoft est à Hong Kong. On n'a pas de souci à ce niveau-là. Un autre, et c'est le dernier, un autre problème que vous allez rencontrer, c'est l'utilisation de Teams Live Event. Donc Teams Live Event, aujourd'hui, enfin demain, c'est bientôt, ça a été annoncé, Teams Live Event, c'est un service de diffusion de conférences. Donc on est dans une connexion un petit peu, on va faire un anglicisme, un de plus, connexion un petit peu top-down, c'est la direction qui veut s'adresser à tous ces employés d'une traite. Okay. Donc là, on est plutôt sur un flux vidéo, audio et vidéo qui va descendre vers un certain nombre de participants. Et aujourd'hui, Microsoft annonce une capacité à réunir 100 000 participants autour de Live Event. Donc globalement, c'est un service qui a encore une fois été massivement utilisé lors des communications, lors du confinement. Et malheureusement ou heureusement, il va continuer à l'être. C'est-à-dire que des habitudes, encore une fois, sont prises et les directions, vu que ça a fonctionné, elles ont maîtrisé l'outil et donc, du coup, elles vont continuer à s'en servir. Le principe, c'est de diffuser une conférence. Alors, ce n'est pas du temps réel, hein, c'est qu'il y a quelques secondes parfois de latence entre ce que dit le participant, l'auditeur, entre guillemets, l'organisateur, pardon, et l'attendee. Il y a quelques secondes, c'est pas du temps réel. Mais ça, c'est pas très grave puisque, encore une fois, les attendees, les participants, eux, n'ont pas la possibilité de réagir en termes d'audio et de vidéo. Ils ne peuvent que le faire en chat. Donc, même si on a un peu de décalage dans le temps, entre guillemets, entre la source et la destination, c'est pas vraiment un problème. Pour faire ça, Microsoft appuie sur les CDN, sur ces CDN, c'est-à-dire ces points de relais répartis sur la planète. Alors, la question, c'est en quoi ça vous concerne? Ça va vraiment vous concerner parce qu'on va prendre une petite calculette et puis on va faire un petit calcul ensemble. Hein. On va prendre 300 utilisateurs d'un site distant qui participent à un live event. Okay, en moyenne, et là j'ai été gentil, chaque utilisateur va consommer 0,7 mégabits seconde de bande passante en download pour accueillir ce flux sur son PC. Voilà, vous prenez une calculette et à la fin, ça fait 200 mégabits seconde en download sur votre site. Alors, je ne connais pas encore vos bandes passantes sur vos différents sites, mais je suis à peu près certain et je connais plein de sites où ça ne passera pas du tout. Okay, et ça va saturer en fait votre bande passante. Donc, encore une fois, ça marchait très très bien en confinement parce que chacun utilisait sa bande passante. Là, demain, tout le monde va être derrière un pare-feu
derrière des équipements de sécurité et du coup, il va partager la même bande passante. Donc, la seule solution, en fait, pour arriver à ce que ça continue à fonctionner, c'est de recourir à une solution de ce qu'on appelle Enterprise Content Delivery Network, comme fait par exemple Collective, qui a un partenariat aussi avec Microsoft, qui permet en fait de recueillir une seule fois le flux audio-vidéo et de le distribuer à travers plusieurs stations de travail, comme le montre effectivement la diapositive. Donc, on limite, on divise de façon assez importante en fait la bande passante et du coup, ça continue à fonctionner. Donc, sur des petits sites, on pourrait se passer de ça. Si vous avez suffisamment de bande passante et globalement, vous savez qu'il n'y a que 10 utilisateurs, si vous savez que ça passe, on peut s'en passer. Mais sur des sites importants, le risque est vraiment réel. Hein. Enfin, on ne parle pas de possibilité de saturation de bande passante. Il suffit encore une fois de prendre une calculette et ça va être vite vu. Et là, encore une fois, je vous ai pris 0,7 mégabits seconde. J'ai été gentil. Donc voilà les cas un petit peu difficiles que vous aurez à traiter lorsque vos utilisateurs vont rentrer à distance. Donc pour conclure, parce qu'il est 46, vous n'avez pas le choix, en fait, si vous voulez que l'expérience utilisateur connue et ressentie en confinement soit la même que lorsqu'ils vont revenir sur vos réseaux internes, d'adapter vos réseaux. Okay. Nous, on l'a vu, les déconfinements en Asie, sur des gens qui ne s'étaient pas préparés, 2 semaines après, enfin même pas 2 semaines, 2 jours ou 3 jours après qu'ils soient rentrés, ils nous appelaient en disant « mais Teams, ça marche plus ». Voilà, c'est une mauvaise qualité. Et en fait, quand on se connecte en 4G avec le PC, bah, ça marche mieux. Oui, voilà, on savait pourquoi. Donc c'est un risque qui est avéré et qui va se produire. On est quasiment certain. Donc voilà pourquoi en fait je voulais attirer votre attention là-dessus. Il est 47, donc on a, je crois, 15 minutes si je ne m'abuse pour si vous avez des questions. Alors, encore une fois, c'est très général. Hein, 45 minutes pour vous expliquer tout ça, mais voilà. Donc, je vous laisse à vos micros. Merci, Laurent. Très, très intéressant la session. Merci. Donc là, je vous cède la parole. Avez-vous des questions pour Laurent? Vous pouvez soit lever la main, nouvelle fonctionnalité de Teams. Ah oui, c'est vrai. Ou tout simplement les mettre dans le chat, comme vous voulez. Et pas tous en même temps, s'il vous plaît. Pas de questions pour Laurent? C'était clair, 100% clair? Est-ce que c'est si compliqué de configurer le VPN? Alors oui, c'est assez compliqué. Enfin, en fait, alors bon, moi, j'ai pas travaillé sur toutes les solutions VPN qui existent dans le monde, hein, heureusement d'ailleurs pour moi. Moi, j'ai plutôt travaillé sur du Cisco AnyConnect. Alors sur du Cisco AnyConnect, en fait, c'est assez simple, c'est bien documenté. À la limite, c'est toujours intéressant de regarder ce qu'ils ont fait dans Cisco, histoire de voir si vous pouvez le reproduire dans d'autres environnements. En fait, là où c'est pas si simple que ça, c'est pas tellement sur le VPN, parce que en fait, les flux audio-vidéo, ils sont, je crois que de mémoire, il y en a 6 ou 7, donc c'est pas très très compliqué à exclure de votre VPN. Mais ça, c'est la première chose. Il faut donc libérer en fait les ports UDP utilisés par les flux en temps réel de Teams pour qu'ils sortent directement de la station de travail et non pas qu'ils soient tunnelisés à travers le VPN. Ça, c'est la première chose. Donc ça, vous pouvez le faire. Ça, c'est assez facile à faire. Mais après, en fait, c'est la géolocalisation. Ce que je vous disais dans la présentation, c'est que généralement, on utilise du VPN également pour des questions de sécurité, puisqu'on veut en fait que les gens utilisent un proxy peut-être interne qui se trouve justement pas là où est l'utilisateur et qui passe par ce proxy. Donc, dans la configuration VPN, il faut bien prendre tout en compte.
un, les ports UDP à ouvrir, et deux, également les exclusions proxy pour être sûr en fait que la station, lorsqu'elle demande des URL, elle n'utilise pas le proxy qui est peut-être à, je sais pas, 2000, 3000 km d'ici dans un data center. Donc, je dirais que c'est pas très compliqué. Il n'y a pas que le fait d'exclure les ports UDP ou les ports Office 365. Il y a aussi toute la chaîne pour, encore une fois, favoriser la géolocalisation. On y arrive sur Cisco AnyConnect. Moi, j'y suis arrivé assez facilement. Et ce qui est bien, c'est qu'utiliser pour le valider, vous avez l'outil de Microsoft en fait, qui permet de comment ça s'appelle, de vérifier que votre configuration elle fonctionne, quoi. Parce que une des difficultés, c'est pas tant de mettre en place cette configuration VPN, mais c'est de vérifier aussi qu'elle est effective et qu'elle correspond à ce que vous voulez faire. Est-ce que vous avez d'autres questions? Super, merci. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Laurent? Alors sinon, vous avez mon adresse email, mon Teams. Je vous ai mis l'adresse. Alors, en gros, est sur les ports utiles à Teams dans le tunnel. Ouais, si on résume, en fait, c'est à peu près ça. Ouais, c'est à peu près ça. Je vérifie. Laissez-moi 30 secondes, 10 secondes de réflexion. Il y a des UDP, les URL. Non, c'est tout, effectivement, c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. En gros, c'est à peu près ça. Ouais, la deuxième question de Sylvain, là, qui est très importante, c'est on a toutes les URL quelque part de façon dynamique. Ah oui, alors il y a un service, il faudrait vérifier si ce service web service existe. Mais la difficulté, effectivement, c'est que les URL, elles changent pas énormément non plus. Hein. Il faut pas non plus, voilà, elles changent un petit peu, hein, donc il faut quand même être vigilant sur les changements que Microsoft apporte sur ces infras, mais elles changent pas non plus de façon, c'est pas des 360 degrés. Hein, donc voilà, donc oui, on les a de façon dynamique avec un service web. Par contre, c'est là où c'est intéressant, hein, c'est d'utiliser des services de proxy qui sont ce que j'appelle moi Office 365 Ready. C'est-à-dire que c'est eux-mêmes en fait qui vont faire l'exclusion Office 365 en fonction de comment ça s'appelle de ces URL. Okay, c'est le cas alors c'est plus WebSense, hein, je date un peu, mais j'ai oublié le nom de la société qui l'a racheté. C'est le cas de WebSense, c'est le cas de Zscaler par exemple, qui fait ce genre de choses. Donc là, effectivement, c'est beaucoup plus simple. Là, c'est beaucoup plus simple. Il est 12h53, vous avez 7 minutes si vous avez encore des questions. Voilà, c'est bon, c'est très compliqué. C'est pas très compliqué, mais c'est en 45 minutes, c'est un peu, voilà, on n'est pas rentré dans les détails, mais c'était de vous sensibiliser à ça. Super. Mais écoutez, merci. Merci tout le monde pour la participation. Merci à toi, Laurent. Vous allez recevoir, comme j'ai dit en début, l'enregistrement de la session. Et puis, s'il y a des questions, vous avez le mail à Laurent, son team. Et également, je peux vous envoyer plus de... Vous allez également avoir le deck de présentation dans le lien. Donc, voilà. Merci beaucoup tout le monde. Laurent, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, rendez-vous à la prochaine session à 14h. OK. Bon appétit à tout le monde. Merci. Bye bye. Bye bye.